Émission du 4 décembre 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons une personne que vous avez peut-être vu passer sur vos réseaux sociaux. Il est créateur de contenu, conférencier et animateur. Henri-June Pilote, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, est-ce que tu sembles perturbé par la description, non? Oui, ça va. J'aime dire créateur de contenu, conférencier, consultant. Consultant, j'avais oublié, on l'ajoute. Henri-June, est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Bien sûr. Donc, Henri-June Pilote, mes pronoms, c'est il et lui. Je suis un homme trans. Tu veux que je parle plus fort? Ouais. Tabarouette, OK. Ouais. C'est rare qu'on me dise ça. Alors, je suis un homme trans, mes pronoms, c'est il et lui. Je mesure 5 pieds 5, de taille moyenne. J'ai une moustache que j'aimerais avoir plus grande et un molette. Je suis aussi un homme blanc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que c'est à la fois la chance de faire partie d'une aussi belle communauté, mais aussi, je crois que c'est de devoir la naviguer, de vivre avec ça, de devoir vivre à l'opposé peut-être d'un monde plus cis et hétéro. Et cet automne, comment va le moral quand tu observes là, toutes les attaques qui sont répétées envers nos communautés? Rough. Non, comment ça va? Ça va. Je pense Ouais. qu'à travers les années, je suis rendu un bon dissociateur. Je crois que je suis très bon à dissocier. Alors, je pense qu'en fait, toutes les choses qui se passent, on les vit plus tard qu'on les vit. Je pense que je suis encore en train de vivre les émotions de 2016, peut-être. Oh mon Dieu, Donc, OK. peut-être qu'un jour, on arrivera Ça va à rentrer dedans 2024. tantôt. Ouais. On va poursuivre la discussion dans quelques instants. Et ce soir, c'est Sad Finish qui nous présente sa chronique humoristique. Bonsoir, Sad. Bonsoir Kim, ça va? Oui, merci. Toi? Oui, ça va très très bien, merci. Ben oui, tu as eu un beau périple vers la Normandie. Tu nous as raconté ça durant les tests de C'est son. le fun d'avoir froid. Oui, c'est vrai, c'est la première neige à Montréal, Première en tout neige, cas. ouais. Il y en a peut-être qui nous écoutent où il y en a déjà eu dans les dernières semaines. Est-ce que tu peux te décrire physiquement, Sad? Je peux me décrire physiquement, je suis une personne bronzée avec des cheveux légèrement bouclés. Je porte un cardigan violet avec une chemise carottée. C'est un choix risqué. Un bon choix. Je le conçois. Mais je suis dans ma vibe grand-père en ce moment. Donc je me suis dit, est-ce que ça fait Eclectic Grandpa? Et j'étais comme, c'est vrai que c'est moche, on va le porter. Mais c'est très assumé. Dans le fond, c'est ça qu'il faut au final. Tu sais, J'adore que quand j'ai dit, c'est un choix risqué, tout le monde a rigolé. Merci. de confirmation de ton choix. De quoi tu vas nous parler ce soir, Sad? Eh ben, je vais essayer de parler de faire... je sais pas. Tu sais pas encore, hein? Je vais parler de certaines choses qui sont passées à la télé récemment, certaines choses qui sont passées dans les médias récemment, et voilà. Bon. Ça vient tout de suite après l'entrevue, Ouais. après Henri-June. Et puis, c'est le retour ce soir de notre série d'entrevues en partenariat avec Clinix, la clinique juridique spécialisée sur les enjeux de diversité sexuelle et de genre à l'UQAM. Bonsoir, les représentantes de la Clinix. Alors, les étudiantes Dominique Pelletier et Sam Schachter, seront avec nous pour nous parler du travail qu'elles ont fait avec l'organisme Réseau sur la protection des personnes intervenantes quand elles sont en présence de substances psychoactives. Et il y aura également Garance Chartier qui nous partagera ses recommandations musicales du moment. On va aller le rejoindre à Québec où il habite. Et cette semaine, il y a vraiment une sonorité assez internationale et éclectique. Moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom il ou elle, accord au masculin ou au féminin, au choix. Et ce soir, sur scène, j'avais un beau chandail de laine orange, mais honnêtement, avec les projecteurs qui sont devant nous, j'avais tellement chaud que finalement, je suis en T-shirt noir du festival Brûlance. Très beau t-shirt. Oui, celui de l'an dernier, je pense, ou de cette année, en tout cas, bref. Et festival qui, je crois, va revenir pour une 3e édition au mois de juin. J'ai vu, en tout cas, un comité organisateur là, qui était en... Ils ont demandé pour ceux et celles qui veulent participer. Voilà. Donc, ça va revenir l'été prochain. Nous sommes en direct du bar Le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous.
Avant de commencer cette émission, je souhaitais quand même souligner que c'est notre première émission qui a lieu en Normandie alors que le bar a changé de propriétaire. Alors, merci à Simon Murray et Roberto Lamas de continuer à nous accueillir au Normandie tous les mercredis. C'est vraiment un plaisir d'être ici chaque semaine en 5 à 7, durant l'émission et au karaoké après. Donc, très content que cette collaboration se poursuive. Merci. Et bon succès aussi dans cette nouvelle aventure. Alors, avant de se lancer dans la création de contenu et les conférences sur les enjeux trans et LGBTQ+, Henri-June Pilote a également été directeur général d'Alter Héros, un organisme qui travaille principalement auprès des jeunes de 14 à 30 ans pour les aider à s'épanouir dans leur identité sexuelle et de genre. Alors, rebonsoir, Henri-June. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce qui t'a amené, après Alter Héros, à faire le saut vers la création de contenu, les conférences? Et en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà à la base. Donc, moi, j'ai commencé ma création de contenu en 2017. Oh, OK. Où est-ce qu'à cette époque-là, je travaillais dans le fond en boutique érotique. Donc, je travaillais en sex shop. Et là-bas, il n'y avait pas beaucoup de clients, malheureusement, aux plus grandes tristesses des boss. Mais par contre, ça me donnait beaucoup de temps pour réaliser que j'accumulais plein de connaissances que je pouvais partager à mon prochain. Donc, j'ai commencé à faire la création de contenu seulement sur les jouets érotique, en fait. Ouais. Ouais. Et à cette époque-là, j'étais une femme lesbienne, dans le fond. Plus une personne non-binaire. Je m'explorais un peu. Et fait que je faisais beaucoup de contenu en lien avec les sextoys. Et en 2018, il a commencé à avoir beaucoup de censure sur Instagram. C'était pas nécessairement la meilleure avenue. Puis du même coup, j'ai commencé ma transition de genre. Hein? Et là, je me suis dit, mais quoi, je vais peut-être commencer à faire du contenu sur ma transition. Et c'est à ce moment-là que j'ai aussi eu la job à Alter Héros. Donc, je dirais que ça fait plusieurs années que je fais de la création de contenu, mais ça fait pas très longtemps que je la fais de manière plus officielle et assumée. Et à temps plein, On fait plein de choses à temps plein. On est quand même en 2024. Je suis quand même une personne milléniale, donc j'ai bien sûr 55 jobs, mais... fait que je suis... mon argent vient surtout des conférences, de la consultance aussi en entreprise sur l'inclusion LGBTQ+, en entreprise. Justement, dans ces conférences-là, comment toi, tu approches ton travail de sensibilisation? Bien, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup ça parce que c'est intéressant d'avoir évolué dans le milieu LGBT, où est-ce que, justement, quand j'étais à Alter Héros, dans un organisme LGBT, j'ai fait beaucoup de bénévolat aussi dans les organismes LGBT, de complètement sortir de ce milieu-là est quelque chose de vraiment intéressant. Et ça m'affûte beaucoup mon crayon d'explication, dans le sens où est-ce que je me retrouve à expliquer toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, c'est pas la même affaire. J'aime beaucoup expliquer ça, mais je l'explique à plein de publics différents. Dans le sens que, autant devant des syndicats, que dans des compagnies de marketing, que devant... récemment, je l'ai fait devant les audioprothésistes du Québec. C'était vraiment comme... C'est intéressant parce que je dois vraiment changer la manière que j'apporte le sujet. Et je réalise à quel point, dans la communauté LGBT, le vocabulaire qu'on utilise, personne ne comprend dans le fond. Mm-hmm. Ah, ouais. On parle, tu parles à partir de zéro quasiment, des fois, avec certains publics. Mm-hmm, bien sûr. Comment tu t'y prends justement pour être capable de transmettre ces connaissances-là à un public qui est assez novice là, dans le milieu? Bien, je pense que c'est important que pour qu'un public comprenne et ait de l'empathie, il faut qu'il se reconnaisse. Donc, moi, je commence souvent par expliquer la binarité de genre, expliquer comment tout le monde, peu importe ton genre, ton identité de genre, tu es touché par la binarité de genre, tu es touché par le sexisme. Donc, je pars de là souvent pour discuter. Donc, on a un petit moment d'empathie, de réflexion. Je demande aux gens de partager comment la binarité de genre, qui est souvent un nouveau mot qu'ils apprennent, des stéréotypes de genre, comment ils les ont affectés dans leur vie. Ne serait-ce qu'un homme de syndicat qui se rend compte que parce qu'il est un garçon, il a de la misère à pleurer. Tu comprends? Parce qu'il est un homme, il a de la misère à pleurer. J'ai fait aussi ces formations-là dans des milieux en éducation à la petite enfance. Même chose, on a des conversations qui sont intéressantes. C'est pas le même public. Hein? Mais non, mais pour vrai, je pense qu'il n'y a aucun public auquel je n'ai pas donné cette formation-là parce que je le donne vraiment dans tous les milieux. Là. Ça a comme un peu pas de bon sens. Mais... Ouais. Comment c'est reçu, en général? Très positivement. Mais je dirais que, oui, majoritairement. Bien sûr... ça fait environ 10 ans aussi que je fais de la formation, donc je donne des conférences sur plein d'enjeux touchant les réalités LGBTQ+. Je dirais que les gens qui sont contre ne sont pas très courageux en personne. Okay? Donc, c'est très rare qu'en personne, je vais me faire dire « Ah, je suis pas d'accord avec ce que tu fais. » Ça arrive. Ça m'est arrivé, ne serait-ce que la semaine passée,
Et j'étais un peu comme... Durant une conférence? Ou Ben, durant une conférence, c'est un jeune garçon du cégep qui lève la main puis qui dit « Je pense que qu'est-ce que tu nous dis en ce moment, ça n'a pas rapport avec mon éducation. » Là, je suis comme « Ah, qu'est-ce que tu veux dire? » Puis là, il est là « Ben, c'est quoi le rapport? Mon éducation, les LGBT. » Puis là, je suis comme « Ah, OK. » Mais tu comprends, c'est comme on essaie de faire la conversation, mais je te dirais que je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui sont peut-être... ils osent le dire, mais... Ils sont vocaux. Ils sont vocaux, mais je dirais par contre que j'aime mieux, quand j'arrive en conférence, quand je présente qu'est-ce que j'ai à présenter, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe après, je ne sais pas qu'est-ce que les gens disent, je ne sais pas si on me juge, je m'en fous un peu. Ce que je sais, c'est que le message que j'ai à passer, je veux que les gens le comprennent. Donc, c'est vraiment juste ça. Oui, puis parfois, c'est vraiment de semer une graine et Mais puis oui. la porte va s'ouvrir plus tard. Majoritairement, Ouais. oui, c'est ça. C'est quoi, par exemple, des questions qu'on te pose le plus souvent? Est-ce qu'il y a une période de questions d'abord avec le public Bien à la sûr, fin? bien Oui, c'est sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Quelles sont les questions que tu reçois souvent? Ben, je veux dire plusieurs. J'aime révéler que je suis un homme trans, mettons, au un quart de la conférence. J'aime ça. Parce que, mettons, les gens qui n'ont pas fait leur recherche, là, qui sont juste là pour le fun, j'aime ça. Je leur explique c'est quoi le sexe, je leur explique c'est quoi le genre, je leur explique c'est quoi l'expression de genre. Puis là, un moment donné, je dis, par exemple, moi, tu comprends, à la naissance, on m'a assigné comme une petite fille. Là, tout le monde est là. Oh! Ah, tu comprends? Puis j'aime ça, ce moment-là, parce que c'est un petit moment temps. Mais souvent, les gens viennent à la pause puis sont comme « Mais là, comment ça marche? Là? Je comprends pas. Comme, moi, je te vois puis je sais pas. Là. » Fait que là, c'est d'expliquer la transition médicale, comment ça fonctionne. Je sais que les gens sont très curieux par rapport à ça. Les questions que je trouve les plus difficiles à répondre, c'est tout ce qui est en lien avec les bloqueurs d'hormones, parce que c'est un peu un whistle que les groupes de droite aiment se lancer. OK, ouais. Fait que je dirais que là, c'est plus difficile. Mais, C'est plus délicat à discuter avec parler. le public. Les gens sont plus fâchés automatiquement. Mais je dirais qu'une des questions les plus cute que j'ai eues, regarde, j'étais en Beauce, d'accord, j'avais une formation en Beauce en éducation à l'enfance. Et on explique comment un homme trans peut tomber enceinte. OK? Puis là, j'explique. Puis là, comme ça fait 1 heure, mettons que je parle des concepts de genre, je parle des concepts d'orientation sexuelle. Puis là, il y a une fille qui lève sa main avec toute la bienveillance du monde, puis elle me dit « Mais il sort par où, le bébé? » Incroyable. Tu comprends? C'est juste... j'aime ces moments-là où est-ce qu'on voit à quel point le monde, dans leur tête, on vient briser des choses puis moi, j'aime beaucoup être très bienveillant, puis j'accepte toutes les questions, comme il n'y a rien que j'ai pas entendu, parce qu'on est tellement dans des cases binaires que ne serait-ce que de comprendre qu'un homme trans peut porter un enfant puis peut accoucher, mais là, tu dis que c'est un homme, fait que c'est quoi son organe? C'est comme les gens qui jamais ne parlent de ça. Je trouve ça intéressant de faire le cheminement avec eux. Ouais. Tu as parlé que dans tes conférences, tu aimes puiser dans ton expérience personnelle, créer l'empathie. Au début de ta démarche de création de contenu, au début, tu as fait la transition vers les jouets érotiques, vers ta transition. Est-ce que tu trouves ça difficile parfois de te livrer, de t'exposer comme ça? Oui. Puis c'est quelque chose qui est difficile. Mais par contre, un de mes règlements que j'ai avec moi-même, c'est que je parle jamais de choses que j'ai pas encore process, mettons. Là, tantôt, je disais qu'en 2016, c'est la dernière fois que j'ai process. C'est un mensonge, OK? Par contre, il y a des choses de 2016 que j'ai pas encore process. Et je vais pas en parler sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que pour moi, c'est important d'avoir des bonnes limites. Je parle de trucs, soit que je suis très conscient que je vais en parler parce que ça peut vite s'envenimer. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important de se préserver. Surtout que la relation du public avec les créateurs de contenu change beaucoup. Mais mettons, pendant la pandémie, pendant tout ça, c'était très des relations parasociales, des relations que les gens, ça devenait très intense très rapidement. Fait qu'il faut vraiment savoir se respecter, mettre nos limites comme du monde. Puis c'est pour ça que moi, je parle de choses que je connais, des choses que j'ai vécues. Puis comment tu les mets, tes limites, justement? Comment je les mets, mes limites? Je veux dire, juste sur les réseaux sociaux, par exemple, les seules personnes qui peuvent m'envoyer des messages, c'est les gens qui sont mes amis. Je ne vais pas me gêner à ne pas répondre. Je veux dire, d'avoir des bonnes limites avec moi-même et de ne pas me gêner non plus de dire comment, par exemple, parler de ma famille, c'est pas quelque chose que je fais parce que c'est des enjeux que je n'ai pas encore réglés. Donc, dans toutes les entrevues, peu importe laquelle que je fais, je vais dire que non, ce pas des enjeux desquels je parle. Puis c'est d'être très solide aussi avec moi-même de qu'est-ce que je veux parler. Ma transition médicale, moi, ça fait 6 ans que je prends des hormones. Je suis très heureux et je crois qu'après 6 ans, mais je suis capable d'en parler, je suis capable de parler des changements. Peut-être que si j'avais commencé la semaine 2, que j'avais commencé à prendre des hormones, bien là, premièrement, tout ce que j'aurais dit n'était
peut-être pas vrai. Et deuxièmement, ben, ça, c'est trop émotivement proche. Mhm. Pour te protéger justement de toutes les violences qu'on peut subir en ligne, est-ce que tu y arrives ou il y en a toujours qui réussissent à passer à travers des cracks, là? Ben, moi, je pense que j'ai de la chance. Je pense que j'ai de la chance. Je suis bon pour me protéger. Je suis bon pour... sur Instagram, on peut bloquer genre des mots que les gens vont pas dire dans les commentaires. Fait que OK. déjà, c'est rare que je reçois. Je dirais que quand les gens arrivent à rentrer dans les cracks, ben je les mets de côté. Mais je dirais que les plus difficiles, c'est les gens qui sont de ma propre communauté. Je dirais qu'on reçoit aussi Ah oui, des ça vient messages de gens de de... la communauté Mhm. elle-même. Par rapport à ton identité trans? Oui, je dirais qu'une des plus, mais c'est compliqué, mais comme beaucoup avant que j'aie ma top surgery, ma double mastectomie, ben je posais beaucoup de photos de moi avec mes seins pour montrer, pour parler de comment, même si j'allais avoir une mastectomie, j'étais un homme avant, je serais un homme après. Et il y avait des gens qui m'envoyaient des messages qui étaient eux-mêmes des hommes trans avec des seins qui étaient comme ah cache ça, comme tu ne dois pas montrer ça, puis comme un peu. Je pense qu'on a beaucoup on projette beaucoup, hein, on projette beaucoup sur les autres. Puis Donc, comment tu gères ça quand ça vient de ta ouais. propre communauté? Je dirais que je ne sais pas. Encore en Je dirais process? qu'encore en process, je ne dirais que il faut qu'on soit un peu plus bienveillant et gentil avec notre prochain de notre communauté, qui Hmm. peut avoir beaucoup de violence latérale. Il faut y penser. Une de tes récentes publications, un intéressant contenu, ça fait écho aux discours masculinistes qui sont de plus en plus présents dans les médias, que ce soit les grands médias traditionnels ou les réseaux sociaux. Tu le reçois comment de voir tout ça? Ben, difficilement, puis c'était quand j'ai vu quand on a vu le contenu masculiniste faire de plus en plus de place, puis c'est aussi par la création de contenu. Je veux dire, le discours masculiniste prend de la place parce que ben, de par l'Internet et de par les podcasts et de par la création de contenu. J'ai vu les gens qui réagissaient. C'est des choses qu'on savait qui existaient depuis longtemps. Par contre, ils ont commencé à avoir des vitrines un peu plus grandes, comme tout le monde en parle, tout ça, Oui, c'est etc. ça. Mais c'est des choses qui existent depuis longtemps. Mhm. Je dirais que pour moi, c'est de parler de la masculinité. Je pense que la meilleure manière d'aller contre la masculinité négative, c'est de parler d'une masculinité qui est positive. C'est quoi ça pour toi? Ben, pour vrai, en transitionnant, en faisant une transition médicale, légale, sociale, j'aime beaucoup explorer la masculinité. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un peu... c'est pas quelque chose qui est nécessairement encouragé à faire. C'est quelque chose... D'explorer la masculinité? Explorer la masculinité. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est pour moi? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Qu'est-ce qu'une masculinité positive? Puis je crois que elle existe. Il faut qu'on en parle. Et que, mais c'est justement de quoi je parlais dans ma vidéo, c'est que il y a des pressions, comme par exemple dans mes formations, souvent je demande aux gens de me dire comment ils sont eux-mêmes victimes, ou plutôt comment ils vivent dans un système si binaire, comment ils vivent les stéréotypes de genre par eux-mêmes. La majorité du temps, les femmes sont capables de le nommer de par le fait qu'il y a eu une libération féministe, il y a eu un mouvement féministe. Les femmes, je dirais, across the board, sont capables de nommer que le patriarcat les impacte. Les hommes, c'est vraiment, vraiment plus difficile. Quand les hommes sont victimes du patriarcat, les hommes vivent du sexisme. Donc, c'est là que je crois que il faut qu'il y ait peut-être une petite révolution de masculinité positive, de qu'est-ce que c'est être un homme, d'être fier, mais non pas dans un contexte de genre être fier parce que je suis plus fort que la femme, tu comprends? Et toi, Parce- et en tant qu'homme trans, justement, ça représente quoi pour toi la masculinité? Qu'est-ce que ça représente? Je pense que ça représente tellement de choses, mais c'est intéressant. Je pense que pour moi, ça représente quelque chose comme être qui est-ce que je suis, être ancré. Je pense qu'il y a quelque chose de très, pour moi, qui est en connexion. Je sais pas, je pense que c'est tellement compliqué. Je pense que les genres, je pense que... mais pour moi, la masculinité, qu'est-ce qu'elle est? C'est d'être là pour les autres, c'est d'être serviable, c'est d'être... je sais pas, c'est d'être moi de manière positive, puis de juste le vivre. Mais c'est compliqué. Parce que comment définir la féminité de l'autre côté? Puis ça, c'est intéressant parce que définir la féminité d'une personne qui venait des mouvements féministes,
C'est super intéressant. On définit la féminité par le fait de pouvoir donner naissance, le fait de la connexion avec la terre, mettons des choses comme ça. Mais comment qu'on sort de ces discours un peu essentialistes-là, puis mais qu'on ne se met pas à dos nécessairement. C'est comme c'est. Il y a bien des conversations à avoir. Il y a en tout beaucoup de cas. conversations à avoir, oui. En terminant, est-ce que tu dirais qu'il y a des enjeux trans, LGBTQ+, qui passent un peu sous le radar en ce moment et que tu dirais, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus attentif à cette réalité-là? Ben, je crois que la réalité qu'il faut qu'on se concentre dessus, c'est la couverture complète des chirurgies affirmatives de genre puis l'hormonothérapie. Ça, c'est across the board. Je pense que c'est les soins pour toutes les chirurgies affirmatives de genre qu'une personne trans voulait avoir, un soutien psycho, un soutien peu importe. Et ça, c'est pour les personnes migrantes, c'est pour les personnes sans papier, c'est pour toutes les personnes trans. Ou est-ce que si on a un soutien adéquat du gouvernement, ben éventuellement, les violences qu'on vit vont peut-être un peu réduire. Et ça, on l'a entendu quelques fois à l'émission là, dans la dernière année, de vraiment augmenter les soins, mais les offres de soins, mais les adapter aussi. Il y a plein de guides qui ont été faits, entre autres par Divergent à Québec. Là, je pense à un organisme, mais il y en a tout plein. Donc voilà, Henri June, merci beaucoup d'être venu ici au Balado. Et puis, tu peux rester sur scène. Tu as le droit, yes. Oui, tu as le droit, tu as le droit. Parfait. Puis on se retrouve pour la discussion post-émission après. Oh, oui, Sad remet ses écouteurs. Il est prêt. Rebonsoir, Sad. Rebonsoir. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était juste... En fait, c'était la journée de la réélection de Donald Trump, Eh oui. alias Cheetos. Cheetos, comme j'aime l'appeler. Comme tu l'as appelé dans ta chronique. Comme Voldemort, faut pas trop dire son nom. Non, c'est ça. Un mois plus tard, est-ce que tu t'en es remis? Est-ce que tu es toujours Non. aussi amoché? Faut pas, c'est pas possible de s'en remettre, il faut pas s'en remettre. Faut pas s'en remettre. Faut rester... Faut rester conscient, vigilant Ouais. et en rébellion tout le temps. Et là, ce soir, tu as décidé de... Et vous avez un peu parlé de mon sujet, ouais, c'est un peu... Ah ouais? C'est un peu ça, je pense que c'est un peu ça, mais c'est comme... Ça va parler de plein de choses, Oui. mais ça va commencer par parler de l'émission, la fameuse émission, tout le monde Ah. en parle avec... Les masculinistes. Eh Tu vois, oui. ça a bien mis la table, en fait, Ouais. l'entrevue juste avant. Oh, plus fort. Plus fort, oui. Voilà. Fait que, ouais, Est-ce non, qu'on c'est va ça. juste monter le micro pour qu'il soit à ta hauteur? Ouais. Ouais. Là, c'est bien. Je pense que oui. Parfait. Voilà. Alors, Merci. maintenant que le micro est ajusté, je te cède la parole. Parfait, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je voulais déjà dire bonne année tout le monde. Vous avez vu comment la télé va mal. Ça va tellement mal qu'ils sont prêts à tout pour faire de l'audience. Ils sont même prêts à inviter des mecs débiles qui ont tellement de haine qu'ils font des collabs style misogyne, transphobe et xénophobe. Tout ça derrière l'excuse de « non, mais il faut qu'on entende leur avis ». Mais tu sais, quitte à inviter un mec débile, je ne sais pas, inviter Éric Lapointe à la limite. Non. Au moment où je l'ai dit, j'ai réalisé la bêtise de ce que je viens de dire, et ça s'appelle avoir un esprit critique. Et c'est ce qu'il a vraiment manqué au programmateur de Tout le monde en parle. Tu sais, à la réunion, quand la personne a dit « et si on invitait les mecs de Lucide Podcast pour connaître leur avis ?» La réponse aurait dû être comme « non, si tu veux entendre leur avis, va sur les commentaires Facebook des vidéos de Mona de Grenoble. » Mais c'est vraiment mes chouchous de l'année. Ils sont mignons, c'est comme des chihuahuas. Ils sont énervés, arrêtent pas d'aboyer. Et dès que tu les vois, t'es comme « mais qu'est-ce qu'il a l'air con !» Et là, je les imagine chez eux, en train d'écouter le balado Toast et se dire « pourquoi lui donne son avis et pas nous ?» Oui, j'ai une grande imagination, car malheureusement, c'est aussi peu probable qu'ils écoutent ce balado qu'une femme présidente aux États-Unis. Pour continuer dans la thématique complot, j'ai une théorie. Tout le monde en parle, c'est Radio-Canada. Le bye-bye, c'est Radio-Canada. Vous voyez le truc venir. Moi, je pense que le producteur du bye-bye trouvait qu'il manquait d'événements au Québec en fin d'année. Il s'est dit, on va le créer nous-mêmes. C'est ce que j'appelle de la consanguinité intellectuelle. Après, oui, c'est vrai, il y a eu Guillaume, Guillaume, Gims, Big G, Guillaume le Conquérant. Ce con qui, errant dans les forêts des blagues à ne pas faire, fait la blague qui manque de flair. Je l'adore. Il est tellement con. Ça vous arrive parfois d'être raciste ? Il y a une suite.
On va pas se mentir, ça nous est tous déjà arrivé de penser ou de dire quelque chose de raciste, de réaliser après et de s'en vouloir. Et là, j'imagine Guigui chez lui en train d'écouter le balado tous et se dire oui, ça nous est tous déjà arrivé de dire le N-word à la maison, hein. Non, Big G, non. Comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart ont un esprit critique, mais pas tout le monde, loin de là. Loin de là. Moi j'ai une tante raciste. D'ailleurs, pour les auditeurs et auditrices de type caucasien qui nous écoutent, il faut arrêter de croire que les minorités, on n'est pas raciste. On est comme vous. On a tous un membre de la famille un peu olé olé. Je suis sûr que même le Bouddha avait un oncle raciste. Je suis sûr que même Donald Trump a un oncle un peu tolérant. Moi, dans ma famille, c'est ma tante. L'autre jour, elle me dit « Avec ta partenaire, est-ce que c'est sérieux ?» Je lui dis « Oui, c'est sérieux, je l'aime. » Tu as quoi? Pourquoi? Elle me répond « Tu sais ce qu'on dit. Les blancs, c'est pour le lit, les arabes, c'est pour la vie. » Ce à quoi j'ai répondu à mon tour « Tata, tu es nazi. » D'ailleurs, elle est tellement nazie que je ne l'appelle plus Tata, je l'appelle Eine große Schneck. Pour finir, cette chronique qui ressemble à la télé d'aujourd'hui, c'est-à-dire ni queue ni tête, je vous souhaite une bonne année, avec plus d'amour, plus de tolérance et la mort de ma tante. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci Saad. Merci. Est-ce que, tout comme dans tes autres chroniques, là, il y a vraiment un De fond la de réalité, vérité, là? oui, un Oui, fond c'est de ça. vérité. Voilà, à chaque fois, je me délecte de tes chroniques, mais chaque fois, je me dis, ah, c'est triste en même temps. C'est tu sais, triste. voilà. Mais ça, c'était Merci ta dernière beaucoup. chronique de la saison, Oui. parce qu'on termine la semaine prochaine. Merci encore. Merci à toi, et puis, j'espère Kim. qu'on pourra t'en retrouver en 2025. J'espère. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. C'est parti pour la deuxième moitié d'émission. On va d'abord s'assurer que la connexion est bonne avec notre collègue Garance qui est à Québec et qui va nous partager ses sélections musicales. Garance, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Est-ce que tu as un retour de son de ton côté? J'ai un retour, un bel écho. Bon, je vais bloquer mon téléphone quand tu vas parler en espérant que ça atténue le tout. Et Parfait. sinon, on fait comme d'habitude, je te pose ma question et tu pars. Alors, voilà, c'est ça. Alors, vous souhaitez en ce moment diversifier vos listes de lecture, mais c'est difficile de chasamer quelque chose de bon quand tout ce qui joue, c'est la musique de Noël. Fait que c'est pour ça que Garance est au bout du fil avec nous, parce que Garance va nous livrer ses suggestions musicales. Alors, bonsoir, Garance. Allô, allô, allô tout le monde. En Normandie, j'espère que vous allez bien tous. À date, il y a pas mal d'ambiance, on aime ça. Et toi, à Québec, est-ce que tu peux nous décrire où tu es et de quoi tu as l'air en ce moment? Quand je suis chez moi à Québec, je suis en mou toujours, tamisé aux lueurs de chandelle dans mon salon, puis je vous parle.
Une belle petite ambiance pour nous parler. Alors, ce soir, Garance, tu as 4 suggestions pour nous. Et quelle est cette première suggestion? Oui, en fait, j'ai 4 artistes à vous présenter ce soir, à ajouter à vos playlists du temps des fêtes. Là. On parle déjà du temps des fêtes parce que c'est aussi ma dernière chronique avant ce merveilleux temps des fêtes ou ce cauchemar, tout dépendant de quelle ligne on se tient. Fait que je voulais vous présenter des choses à ajouter pour vos playlists de temps des fêtes. Peut-être passer des messages subliminaux ou pas à vos familles. Alors, le premier artiste s'appelle El Mehdi, né au Maroc, puis il a grandi à Green Bay. Et après avoir vécu longtemps en France, je l'avais vu personnellement dans le show Imix à Fierté en 2022 sous le nom de Mehdi Tamad. Il vient de changer son nom d'artiste pour El Mehdi. Il fait de la pop électro classique, shahabi, qui est l'ensemble des genres musicaux populaires marocains, et amazigh, qui est comme le lien avec la musique berbère ou la langue berbère. Fait que j'ai pris une phrase un peu de sa bio parce que je la trouvais vraiment bien écrite et bien dit. C'est vraiment à mi-chemin entre la modernité d'une musique art pop incandescente et la tradition des musiques nord-africaines. Et donc, il y a une culture marocaine internationale, libre et inclusive qui veut faire passer par sa musique. Il vient de nous sortir un tout nouveau single qui s'appelle El Keshelou, qui veut dire le verre sucré. On entend des violons à l'unisson avec la voix. Moi, je trouve ça très, très puissant. Il y a une magnifique voix aussi, des rythmes entraînants qui donnent envie de danser avec son petit monon qui va dire ben, qu'est-ce que c'est ça, ce petit beat-là? Alors, on écoute El Keshelou. En tout cas, je ne sais pas si le mononcle va danser à Noël, mais ici, dans la salle, il y a des gens qui ont bougé sur la chanson. Donc, une suggestion qui a assurément rejoint quelques personnes ici, Garance. Prochain artiste, Lynx. Lynx, je vais l'épeler pour être sûr qu'on dit pas Lynx, mais Lynks. Alors, c'est un rappeur du Royaume-Uni qui a sorti un nouvel album en 2024 là, qui s'appelle Abomination. Moi, vous allez commencer à connaître mes goûts musicaux électro un peu méchants, irrévérencieux. Tout ça, c'est vraiment une chanson pour danser, mais aussi pour se préparer à sortir. Ça me ramène un peu à mes vieilles amours à Peaches, entre autres, pour les gens qui connaissent Peaches. Alors, il porte toujours des cagoules qui fit avec ses outfits. C'est des habits assez excentriques. Si je ne me trompe pas, nous n'avons jamais vu son visage encore. Et j'avais envie qu'on écoute ensemble New Boyfriend. I don't wanna stay on your sofa, cause then I'll stay in your bed. And if I stay in your bed, we're definitely gonna have sex, and I don't want that. We said we were gonna be friends, say it with me. Friends don't give each other head. You need a new boyfriend. I think you need a new boyfriend. So you can fuck a new boyfriend instead of fucking with the head. Je pense que ça tombe dans les goûts de notre interprète Catherine, qui est devant la webcam et qui interprétait en dansant au rythme de la musique. Là, je reconnais ma Catherine. Oui, exactement. Très bon choix, Garance. J'aime beaucoup ce que tu viens de nous suggérer. La prochaine personne, c'est Tommy Cash. Oui, Tommy Cash, qui est un rappeur estonien qui roule depuis des années déjà. Là. C'est un artiste que moi, j'adore suivre sur les Instagram. Si vous avez un artiste à suivre pour du contenu assez original, j'aurais envie de dire, c'est quand même un très bon choix. Il y a des visuels exceptionnels. Ses clips sont juste wow. Rien de moins que de wow.
Vous pouvez vous taper là, pendant le temps des fêtes, vos vacances, là, toutes les clips de Tommy Cash, vous en avez pour du bonbon, là, c'est vraiment sûr. Fait que c'est des pics qui graffinent, il y a quand même un flow aussi qui passe pas inaperçu. Fait qu'on l'entend ici, là, une chanson qui graffine un peu, là. On écoute High Fashion. Drama, there's so much drama. Never try to find Madonna. Hare, hare, hare. Drink champagne, Mary Jane. Fashion shows all day. Pill boxes empty when you want cocaine. If I use, I don't know if it's real, but you got me, boy. You got life action, high fashion. Ça déménage, ça, Garance. Mais j'aime Ça bien déménage. aussi. Oui, ça déménage. Et on termine avec qui? Avec Lion, qui est un nouvel artiste que je connaissais pas du tout dans mes recherches. J'avais envie un peu de faire friser les permanentes de nos matantes pendant les parties des fêtes qui s'en viennent. Il est d'origine éthiopienne, il est basé en Australie. Il vient de sortir un nouvel EP qui s'appelle Reclamation. Lion est un artiste qui revendique, qui met de l'avant la fierté des communautés. Ici, dans l'extrait qu'on va entendre, là, il fait un featuring avec Dope Saint-Jude. Je m'excuse, peut-être que ça se dit aussi Dope Saint-Jude. J'avoue, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé comment le prononcer. Mais Dope Saint-Jude ou Dope Saint-Jude est une artiste sud-africaine. Donc, c'est deux artistes impliqués dans l'activisme queer. Puis, ils ont sorti, en fait, Lion a sorti le nouvel EP Reclamation. Et on va écouter le titre Mitmita, qui est un hommage à une épice éthiopienne emblématique utilisée par sa mère, qui symbolisait la célébration des identités souvent marginalisées. Fait qu'on est vraiment dans le thème. Fait que ça épice très bien, comme nos soirées, tout ça. C'est vraiment bon. C'est un de mes coups de cœur. Son EP roule chez moi sans arrêt depuis au moins une semaine et demie. Donc, on se laisse avec Mitmita. Everything I do, I'ma do it my way. If it's life, if it's love, if it's work, if it's play. Call me he, call me she, call me them, call me they. I'm serving up a feast, it's a fucking buffet. Alors voilà, merci pour ces suggestions, Garance, et je vais aller les ajouter à notre liste de lecture qui est disponible entre autres sur Spotify et sur Apple Music. Ça s'appelle Tous de musique par Garance et on y retrouve en fait toutes les suggestions musicales depuis l'an dernier, depuis septembre 2023. Alors, je vais aller faire ça là, d'ici la fin de la semaine. Un gros merci, Garance, de ta participation. Puis je te souhaite une bonne soirée à Québec. Hey, vous aussi, bonne soirée à Montréal. À bientôt. On poursuit nos entrevues sur des outils juridiques dans les luttes LGBTQ+. Sur scène avec moi, deux étudiantes en droit qui suivent le cours Clinix à l'UQAM, une clinique juridique spécialisée sur les questions d'identité sexuelle et de genre. On va parler ce soir de la protection légale des personnes intervenantes quand elles sont en présence de substances psychoactives. Alors d'abord, avec moi, Dominique Pelletier. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Oui, bien, mes pronoms sont elles. Je suis une femme blanche, j'ai les cheveux bruns jusqu'aux épaules et j'ai un chandail mauve ce soir. Et on n'hésite pas à projeter dans le micro. Parfait. Oui, pour qu'on nous entende bien jusqu'à l'arrière de la salle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une alliée des communautés LGBTQ+? Ben, ça signifie beaucoup de choses pour moi. En fait, c'est que ça me fait beaucoup réfléchir. Puis à travers la clinique, je prends mon temps de bien réfléchir à tout ce que ça signifie aussi, être une personne alliée. Mais je crois que ce que ça me fait surtout, c'est que ça garde un peu une flamme allumée, puis ça me pousse, ça me motive à
accompagner la communauté à travers ces luttes. Ben, merci d'être là, à nous accompagner. Et il y a également Sam Schachter, qui est étudiante au cours Clinics. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire physiquement et nous partager tes pronoms? Mes pronoms sont elle. Je suis également une femme blanche. J'ai des cheveux noirs, des lunettes assez épais lorsque ma prescription malheureusement -4. Et je porte une robe de style Wednesday Addams, je dirais. Bonne comparaison, Ouais. oui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi être une alliée des communautés LGBTQ+. J'ai commencé à penser un peu de nos projets même, qu'on verra, c'est un projet en criminel. Et c'est en criminel, parfois la meilleure défense, c'est la silence. Je pense que parfois la meilleure alliée est encore silente, à l'écoute, préparée à écouter les opinions et les points de vue de les personnes qui sont vraiment au centre de la situation. Alors, pour moi, la meilleure alliée est quelqu'un qui est prêt pour écouter. Merci d'être à l'écoute. Alors, donc, dans le cadre du cours, vous avez travaillé conjointement avec Réseau, qui est un organisme en santé sexuelle des hommes. Sam, c'était quoi le besoin de Réseau quand ils vous ont approché là, pour parler de leurs problématiques? En gros, il y avait un trou dans le droit criminel pénal et c'était qu'on avait des intervenants maintenant qui rentrent dans la scène pour aider dans la consommation des substances psychoactives. Mais Réseau voulait vraiment qu'on élucide les pouvoirs des intervenants sur la scène pour dire ils sont où leurs pouvoirs d'intervenir, sur les pouvoirs des policiers dans ces manières aussi, et comment pourront nous, dans la recherche juridique, encadrer un peu cette question nouvelle dans le droit québécois. Parce que dans le fond, c'est ça, les substances, elles sont illégales, mais ces personnes travaillent avec des personnes qui en consomment. Dominique, quand on s'est parlé un peu plus tôt pour cette semaine, préparer l'entrevue, c'est pas nécessairement juste quand on parle de consommation là, dans la rue. Où on peut penser à des intervenants, intervenantes aussi dans des festivals, dans des raves. Exactement. Par exemple, on a discuté avec des personnes intervenantes qui, elles, intervenaient, entre autres, dans les saunas, par exemple. Ils faisaient du drug testing, qu'on appelle dans certains festivals ou certains événements. Donc, ça va un peu plus large que la consommation personnelle. Ça va vraiment... le type d'intervention peut s'étendre à tous les événements ou toutes les situations qui est propice à avoir des substances psychoactives. Et les personnes intervenantes bénéficient déjà là, de certaines protections, entre autres avec l'adoption d'une loi en 2017. Une loi que j'adore le nom. C'est rare qu'on aime des noms de loi, mais là, le nom est bon. Quelle est cette loi, Sam? La loi sur le ban samaritain portant secours à les victimes de surdose. C'est un peu lent, on l'appelle dans nos travails, la loi sur le ban samaritain, juste pour réduire un peu. Mais essentiellement, cette loi est pour réduire les méfaits généralement. Encore pour mentionner ce trou dans le droit criminel, on avait cette fait que il y avait des personnes qui, en Canada, souffrent des surdoses et également des personnes qui ont crainte d'appeler des services d'urgence pour avoir des poursuites criminelles pour poursuivre. Et le législateur a vraiment décidé d'essayer d'élever cette... au lieu de dire élever, de changer cette manière de fonctionner pour dire qu'on a pu sauver la vie des personnes en Canada qui souffrent des surdoses. Alors, pour la réduction des méfaits, en appelant pour l'aide médicale en lieu d'une surdose, on se voit que des personnes ne seront pas poursuivies pour des méfaits plus petits endroits. Et est-ce que tu as des exemples, Dominique, de situations où il y avait ambiguïté au niveau des protections? Parce que votre travail, c'était justement d'élucider un peu quelles sont les situations où les intervenants peuvent être à risque ou pas. Est-ce que tu as des exemples de situations où c'était ambigu? Oui, en fait, les personnes intervenantes qu'on a rencontrées nous ont mentionné des endroits où la zone était un peu grise. Et par exemple, il y avait, lorsqu'il y avait une personne en surdose, en situation de surdose, certaines personnes intervenantes craignaient d'injecter l'analoxone et que la personne décède malgré tout. Et là, il y avait peur, dans ce contexte-là, de se faire poursuivre ou d'être lié, en fait, au décès de la personne. Aussi, il y avait la question de, parfois, les personnes consommatrices qui sont des fois dans des situations un peu plus précaires,
ont de la difficulté à interagir avec les forces, les autorités. Et parfois, les personnes usagères des services de réseau demandent, par exemple, si moi je fais une surdose, appelez pas les secours. Et donc là, la personne intervenante se sentait un peu entre l'arbre et l'écorce parce que c'était une situation assez délicate et ne voulait pas, par exemple, être par la bande criminalisée pour ce genre de situation. Être tenu responsable de son décès ou de sa mort. Exactement. Entre autres. Et Sam, il y a aussi la question des fouilles policières sur les lieux. Ça aussi, il y avait une sorte d'ambiguïté, là. Oui, il y avait une crainte que si quelqu'un est en train d'avoir une surdose et les policiers sont appelés à la scène, qu'il y aurait ce pouvoir de fouille. Mais en réalité, la recherche démontre que les pouvoirs de fouille en droit canadien, c'est vraiment limité. Les pouvoirs des policiers sont généralement limités aux situations d'urgence et en plus dans les situations où la policière eux-mêmes ont cette crainte pour leur sécurité ou la sécurité de l'autrui. Mais encore, la réalité de la scène et la réalité du droit est parfois différente. Et donc, dans votre travail, vous avez étudié la doctrine criminelle, vous avez étudié le code criminel, des articles de loi, la jurisprudence et aussi la déontologie policière. Ça, c'est un outil que vous avez utilisé, Dominique? Oui, c'est surtout Sam, en fait, OK. Sam. oui, qui a été appelé à l'étudier, à la regarder plus en profondeur. Mais oui, ça faisait partie là, on voulait vraiment s'assurer de bien regarder tant le travail des personnes intervenantes que celui des personnes policières. Et donc, si on revient sur ces exemples dont on a parlé, après vos recherches, votre travail, qu'est-ce que vous avez trouvé comme conclusion? Tu sais, si on y va en ordre, par exemple, pour l'analoxone, l'injection de l'analoxone, est-ce qu'il y a risque d'être criminalisé parce qu'on donne de l'analoxone à quelqu'un? Pas du tout. En fait, premièrement, ce qui est criminalisé, c'est l'injection d'une substance psychoactive à autrui. L'analoxone ne fait pas partie de ces substances ciblées-là. Donc, déjà là, on a un élément qui n'est pas présent. Puis si, par exemple, il y a un décès malgré l'injection de naloxone, pour être accusé d'homicide, de meurtre ou de négligence criminelle, il faut quand même qu'il y ait une intention criminelle. Alors, l'intention n'est pas là quand on injecte de l'analoxone. Ce qu'on veut, c'est vraiment porter secours à autrui. Mais aussi, de toute façon, si on avait à évaluer la cause du décès, ce ne serait pas à cause de l'analoxone que la personne serait décédée. Là. Il y aurait probablement la trace des substances psychoactives en grande quantité ou des opioïdes qui seraient présentes dans le sang. Puis, tantôt, tu disais, bon, ça se peut qu'un usagère de substances demande à un intervenant de ne pas appeler les secours, justement. Bon, dans cette situation-là, est-ce que vos recherches montrent qu'il y aurait risque pour l'intervenant d'être poursuivi? En fait, la réponse n'est pas claire, mais il y a plusieurs indices, plusieurs éléments qui nous permettent quand même de construire une réponse. En fait, c'est sûr qu'au Québec, chacun a le devoir de porter secours à autrui. Toutefois, personne est tenu à l'héroïsme. Tenu à l'héroïsme, merci. Ensuite, lorsqu'on regarde, là, justement, s'il est pour avoir une poursuite en raison d'un non-secours à autrui, c'est vraiment typique du Québec parce que c'est codifié à notre charte à nous, c'est pas codifié à la charte canadienne. Donc, il y aurait une disparité aussi entre les provinces en droit criminel. Puis après ça, il faut regarder aussi le protocole interne de l'organisme qui emploie la personne intervenante. Normalement, ces organismes-là ont un protocole qui leur permet de un peu tracer la ligne directrice selon certaines situations, ou un code d'éthique, du moins, là, qui leur permet d'agir selon les circonstances. Donc, quand on regarde tout ça, ce serait peu probable qu'il y ait des poursuites criminelles contre la personne intervenante, mais c'est pas tout noir ou tout blanc, ça, comme exact. Souvent en droit, d'ailleurs. C'était notre travail, là, un peu de débroussailler tout Oui. ça. Ouais. Puis au niveau des fouilles, Sam, tu en as parlé brièvement, mais il y a quand même une limite là, au pouvoir des policiers de fouiller. Oui. Les protections contre les fouilles abusives sont protégées dans les chartes canadiennes et québécoises. Alors, en réalité, les fouilles abusives sont jamais permis, mais il y a encore des exceptions
encore des zones grises, les urgences, les protections contre des craintes pour la sécurité de la police, là où le policier ou autrui. Alors, c'est encore une zone de circonstance, mais généralement, la jurisprudence a vraiment démontré que c'est pas sur l'instinct de la policière ou le policier sur la scène intentée, sur une fouille, mais de encore respecter la charte et les exigences. Et tout ce travail-là, bon, vous l'avez fait en collaboration avec Réseau, mais est-ce que vos conclusions, votre travail pourrait être utile à d'autres organismes qui font aussi dans l'intervention? On espère que oui. Oui. Je pense qu'avec le changement, par exemple en 2024, on a la loi C-69, puis c'était vraiment que le ministère de la Santé pourrait encore permettre des sites de consommation en Québec, par exemple, et dans les autres provinces canadiennes. Alors, on soupçonne qu'il y aura une augmentation de ces situations et une augmentation d'intervenance sur la scène. Alors, ça serait utile pour les autres centres. Et puis, on aimerait voir que c'est inutile pour tout le monde. Et je termine toujours par les mêmes questions quand on reçoit des étudiants et étudiantes de Clinix, parce que c'est un cours, quand on en avait parlé avec Jemila et Laurence, ben, c'était important, cet objectif de former des juristes engagés. Alors, maintenant que la fin de session approche, là, vous, quel impact le cours Clinix a eu dans votre parcours d'étudiante en droit? L'impact, je ne sais pas si je suis capable de le mesurer. Je sais que moi, ça m'a habité tout le long de la session, puis je me suis questionnée, j'ai réfléchi en masse dans ce cours-là. Puis je pense que c'est des réflexions qui vont encore m'habiter longtemps. On a eu la chance, justement, d'avoir des bonnes discussions en classe. On a réfléchi beaucoup aussi au rôle des juristes, particulièrement dans des luttes sociales. Donc, je pense que ça va marquer comment je pratique le droit dans le futur. Et pour toi, Sam? Je pense que je suis complètement d'accord avec Dominique, mais aussi, je sors un peu de la cour avec cet instinct que parfois, c'est mieux de commencer avec tes billets. Quand tu commences à rechercher une communauté que tu n'es pas en dedans, que c'est peut-être ta première fois sur la scène, ça aide de rentrer en soi-même et puis demander mes billets sur la question, qui je suis comme une rechercheuse. Et puis, c'est à ce moment que tu peux vraiment produire un travail qui est plus efficace parce que c'est plus vrai. Et vous n'avez pas travaillé seules, toutes les deux, sur ce projet-là. Il y a des personnes que vous voulez remercier dans l'équipe? Oui, il y a la professeure de droit Dominique Bernier, la supervision juridique d'Émilie Charrette. Il y a Taha Brani, qui était de Réseau aussi, qui est le directeur des programmes à Réseau. Et aussi la soutien de Jemila et Laurence pendant la cour complètement. Qui sont ici dans la salle. Oui. Et merci, tous nos Jemila collègues de la Laurence. Clinix. Oui. Voilà. Dominique Pelletier, Sam Schachter, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve pour la discussion post-émission. Merci. Mes remerciements cette semaine, notre premier invité, Henry June Pilote, merci d'avoir été avec nous ce soir. L'humoriste Sad Finish, qui est déjà reparti probablement vers un autre balado, son troisième, jamais 203, pourquoi pas. Également, Garance Chartier, qui nous a présenté ses suggestions musicales en direct de Québec. Merci, Garance. Et merci également à Dominique Pelletier et Sam Schachter de la Clinix. À la recherche cette semaine, Caroline Desmartins, à la technique, Lou Perreno et nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Daphné Pierre-Louis. Merci à Dominique Séguin derrière le bar. On te retrouve tantôt pour le karaoké. Merci à l'appui financier du Réseau de la santé sexuelle des sourds du Québec pour l'interprétation en langue des signes. Merci à l'appui financier de la Société de développement commercial du village, ainsi qu'à celui de la Caisse d'économie solidaire des jardins à travers le Fonds d'aide au développement du milieu. On vous invite à venir nous voir pour une dernière fois en 2024. C'est la semaine prochaine, le 11 décembre. Il va y avoir, entre autres, Charlie Morin qui va être là, Mélodie Noël Rousseau, et on vous réserve quelques surprises. D'ici là, abonnez-vous à notre infolettre toust.com. Le formulaire se trouve dans le bas de toutes les pages. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.